J'espère que ça va bien. Mon nom est Patrick Sirois de Triode. On se spécialise en gestion de projet. L'idée nous est venue de faire ce petit webinaire-là il y a quelques semaines, quelques mois, en fait, quand une entreprise a décidé de couper son bureau de projet. Et puis, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. L'entreprise décide de couper dans son bureau de projet. Il ne voit pas la valeur ajoutée du bureau de projet et évidemment non plus de la gestion de projet. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Il y a peut-être les pendules à remettre à l'heure. Et puis, on s'est dit il faudrait peut-être rehausser la notoriété de la gestion de projet ou à tout le moins amener des arguments pour les chargés de projet, les gestionnaires de projet, les directeurs de bureaux de projet en faveur de la bonne gestion de projet et comment la gestion de projet peut amener l'entreprise à aller plus loin et évidemment faire plus de profit. Ceci dit, il y a deux pratiques. En gestion de projet, il y a la pratique gros bon sens, si on veut, qui est on ajuste nos projets en fonction de la difficulté. On ajuste nos projets en fonction des défis qu'on a. Et puis, on ajuste en fait les processus en fonction de la difficulté et des défis qu'on a. Et il y a une autre méthode de pensée qui est, on applique la méthode PMI au sens large et tout ce qui est dans le bouquin de 800 ou 1000 pages, on le fait. J'ai commencé à travailler avec le PMBOK qui avait 87 pages et puis c'était très digestible. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de pages qu'il y a. Par contre, il faut dire une chose, c'est que c'est une Bible où est-ce qu'on a tous les éléments nécessaires. Il s'agit de voir en fonction du risque de vos projets, en fonction de la réalité de vos projets, qu'est-ce qu'on devrait appliquer et qu'est-ce qu'on ne devrait pas appliquer. Un petit mot sur l'entreprise, sur Triode. On se spécialise, on existe depuis 2002, on ne fait que ça, gérer les projets ou aider nos clients à mieux gérer leurs projets. Donc, on a en masse de projets de réaliser. On se spécialise principalement dans les projets d'innovation et de développement de produits, ce qui, à mon avis, bien humble, représente les projets les plus risqués, contrairement à des projets de TI ou à des projets de construction. En innovation, en développement de produits, on invente le futur. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend au prochain tournant. Donc, on doit bien gérer les risques, on doit bien gérer les projets comme tels. Et de plus en plus, il y a de la compétition dans le marché. Donc, savoir choisir le bon projet et puis bien réaliser le projet, c'est les notions de base. Mais c'est ce qui est super important pour pouvoir livrer les projets qui ont de la valeur ajoutée pour l'organisation et ultimement, les shareholders, les actionnaires. On fait de très, très tôt en amont, études de marché, validation des besoins, analyse, plan de produit, jusqu'à la réalisation des projets. Et ce qu'on va parler un petit peu plus aujourd'hui, l'amélioration des pratiques, l'amélioration des outils. Quelques entreprises avec qui on travaille, je ne m'étendrai pas là-dessus, notre site web a de l'information. Je vais prendre 5 minutes juste pour bien placer les choses, pour bien vous expliquer, ou en fait, pour qu'on parle le même langage, tout le monde ensemble. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours sur la gestion de projet, mais plutôt de s'assurer qu'on part toutes de la même définition. J'ai 2 définitions seulement. La première définition, c'est quoi un projet? Beaucoup d'entreprises confondent les opérations avec des projets. Un projet, dans le fond, je ne vous apprends rien, mais un projet, dans le fond, c'est une entreprise, une démarche temporaire. C'est quelque chose qui a une limite dans le temps, qui est souvent faite avec une équipe temporaire, qui est faite avec pas nécessairement des processus temporaires, mais qui vont livrer des choses ou un livrable ou des livrables, mais qui ne seront pas répétitifs. Contrairement aux opérations où est-ce qu'on doit tweaker, on doit toujours s'améliorer. En gestion de projet, l'amélioration prend un sens un petit peu différent. On va travailler sur les communications, sur certains processus, mais c'est difficile d'améliorer le produit comme tel. On va travailler sur les process, bien sûr, mais on va avoir un peu plus de difficultés à travailler sur les produits. Donc, juste pour placer les choses, un projet, c'est vraiment une entreprise temporaire. C'est quelque chose qu'on ne refera pas 2 fois, 3 fois, 4 fois le même projet dans une même entreprise, dans une même année. C'est plutôt rare. Il y a des entreprises qui sont plus en adaptation de produits ou qui vont faire à peu près le même type de projet toujours, mais reste qu'il y a des niveaux de risque différents.
selon si le scope est clair ou pas, selon s'il y a des nouvelles technologies qui sont insérées ou pas dans le produit ou dans le projet. Donc, ces éléments-là doivent être considérés. L'autre aspect, le deuxième et dernier aspect sur lequel je veux revenir en arrière, peut-être pour certains d'entre vous, c'est quoi la gestion de projet? On vient de parler de c'est quoi un projet, c'est une entreprise temporaire. Maintenant, c'est quoi la gestion de projet? La gestion de projet, c'est tout simplement l'ensemble des activités qui vont mener au bien du projet ou à la réalisation du projet. Puis si on les résume à leur plus simple expression, c'est vraiment le triangle de la gestion de projet. Et puis là, pour les moins habitués, le triangle de la gestion de projet, imaginez que les trois pointes du triangle sont connectées par des points pivotants. Donc, et ça va devenir important dans les prochaines minutes. Donc, vous définissez votre projet avec les ressources que vous avez besoin, budget, ressources, etc., et l'échéancier pour livrer ce que le client s'attend. S'il y a un de ces trois éléments-là qui change, automatiquement, le triangle va se déformer. Automatiquement, le projet va changer un peu de morphologie. Puis l'idée du gestionnaire de projet, c'est toujours essayer de garder l'équilibre dans ces trois éléments-là. Ça, c'est le point crucial qu'on va parler dans quelques minutes en termes de profitabilité pour les PME. C'est là où tout se joue. Un élément que nous, on aime bien ajouter rapidement au-delà du triangle de la gestion de projet, c'est la notion de gestion des risques. Dans les grandes entreprises, dans les entreprises très matures en gestion de projet ou qui travaillent sur des produits risqués ou des produits à risque, la notion de gestion de risque, on la voit souvent. En ingénierie, on voit l'AMDEC ou la méthode de défaillance, mais l'analyse de la méthode des méthodes de défaillance, de leur effet, de la criticalité, mais en gestion de projet, on le voit un petit peu moins souvent. Puis pourtant, dans les PME, identifier les risques, bien gérer les risques, avoir un plan B, c'est critique pour la bonne portée du projet et pour le bon livrable du projet. Donc, la notion de risque doit être gardée très, très près. Puis quand on parle de notion de risque, ce n'est pas de faire des analyses AMDEC en long et en large sur des semaines dans le projet. C'est simplement de répertorier les risques qui peuvent nous affecter et puis de se faire une petite tête sur, OK, comment je peux le mitiger, ce risque-là? Comment je peux l'éliminer ou l'éloigner de la probabilité d'interagir avec mon projet? Et l'autre élément, c'est s'il arrive ce risque-là, s'il se présente ce risque-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Juste ça, se poser ces 2-3 questions-là pour les top 5 des risques autour de notre projet. On vient de déjà commencer à dérisquer un peu notre projet. Ça nous permet, dans les revues de projet, une fois par mois, une fois par X nombre de semaines, de ramener ça sur la table et de dire « Hey, qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce qu'il y a un changement réglementaire? Est-ce qu'il y a un changement dans l'environnement? Est-ce que mon compétiteur peut me tirer le tapis sous les pieds? Qu'est-ce qui pourrait arriver dans mon projet pour être sûr qu'on garde ça à jour? » Parce qu'une notion de gestion de risque, ce n'est pas de le faire une fois, puis ensuite de réouvrir ce document-là à la fin du projet, puis de dire « Hey, on a été bon, on a tout bien géré nos risques. » Au-delà de ça, c'est d'être proactif dans la gestion des risques. Le troisième élément, c'est le volet communication. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais le volet communication, quand on comprend bien les rôles et responsabilités ou quand les rôles et responsabilités sont bien compris dans un projet, la notion de communication devient importante. Si on a toujours les mêmes personnes qui participent à toutes les réunions de tous les projets, il y a un problème dans l'organisation en partant. Deuxième des choses, parce que c'est une petite PME, si c'est les mêmes personnes qui se présentent aux réunions, mais qu'ils ont un chapeau différent, qu'ils prennent un chapeau différent, ça, c'est déjà beaucoup mieux. La notion de communication vient beaucoup avec le volet rôle et responsabilité. Est-ce que tout le monde doit toujours être informé de toutes les réunions ou toujours assister à toutes les réunions? Probablement pas. Ça sera en temps et lieu, on pourra débattre là-dessus. Et le dernier point, c'est bien sûr les parties prenantes, autant le mandant, celui qui nous donne le mandat, que le comité de direction, que l'entreprise, que les gens autour de l'organisation. Communication avec rôle et responsabilité, très, très important. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus. La plupart d'entre vous, vous connaissez la gestion de projet, mais on va travailler dans les prochaines minutes, on va travailler autour de ces 5 grandes étapes de gestion de projet, qui est la vie d'un projet, dans le fond, à partir de la définition jusqu'à la fermeture. L'évolution en gestion de projet, juste pour tabler un peu là-dessus puis parler le même langage,
il y a différentes façons qu'une entreprise évolue en gestion de projet. On peut avoir un gestionnaire de projet qui gère un projet, il fait ses affaires, tout va bien. On peut avoir un gestionnaire de projet qui gère plusieurs projets. Bien, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis quand on a plusieurs gestionnaires de projet qui gèrent plusieurs projets, bien là, on commence à rentrer dans le pas mal plus complexe en termes de gestion de projet. Et c'est là qu'un PMO ou qu'un bureau de projet commence à créer de la valeur dans une organisation. Fait que l'entreprise de la grande région de Montréal, qui est en mobilité électrique, je n'irai pas plus loin, mais qui a coupé son bureau de projet il y a à peu près 6 mois de ça, c'est clair qu'elle ne réalisait pas ou qu'elle ne réalise pas la complexité qu'ils ont. Oui, à prime abord, un comptable peut dire « je vais sauver tant de coûts », mais à moyen long terme, qu'est-ce qu'on sauve vraiment? Parce que les gestionnaires de projet ont un rôle important. Et quand on devient encore plus mature, bien là, on va travailler sur les processus, les outils, les techniques de gestion de projet et éventuellement parler de portfolio de projet, c'est-à-dire mes différents projets, comment je les gère. Puis ça, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. Et je rentre dans le vif du sujet. L'objectif, ce n'est pas de faire un monologue de 1 heure, c'est de prendre 25 minutes à peu près pour vous semer la puce à l'oreille, pour vous donner des indications sur des techniques qu'on utilise, des bonnes pratiques, afin de mieux vous préparer à défendre votre position si c'est le cas, ou simplement d'améliorer la gestion de projet chez vous, tout simplement. Fait que si on prend ces 5 grandes étapes-là, la première étape, c'est le scope. Nous, on aime bien le mot scope, même si c'est un mot anglophone, c'est l'envergure de projet, la définition de l'envergure du projet. À la définition de l'envergure de projet, on travaille sur le quoi. Qu'est-ce qui est important pour mon organisation? Qu'est-ce qui est pertinent pour mon organisation? Qu'est-ce que mon mandant, qu'est-ce que celui qui demande le projet, à quoi il s'attend de moi ou à quoi il s'attend du projet comme tel? Et ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est à cette étape-là qu'on fixe la majeure partie ou qu'on fige la majeure partie des coûts dans un projet. C'est à cette étape-là où est-ce qu'on définit le quoi, qu'on a encore de la marge de manœuvre. Si vous êtes propriétaire de vos projets, propriétaire de vos produits, c'est à cette étape-là que vous avez encore de la marge de manœuvre pour augmenter le nombre de caractéristiques dans votre produit ou dans votre projet ou réduire le nombre de caractéristiques pour jouer avec l'envergure et donc jouer avec les coûts. C'est à cette étape-là, si vous travaillez sur des produits propriétaires, que vous pouvez ajouter des caractéristiques et puis, si vous avez fait de bonnes études de marché en amont, vous allez avoir déjà des idées de si je rajoute telle ou telle caractéristique, je peux vendre mon produit combien plus cher. Et ça va être quoi la réception ou la réceptivité ou la réception de la clientèle si j'augmente le prix. Avec la sensibilité au prix. Quand on travaille avec des produits propriétaires, c'est une des bonnes façons de faire. Donc, à partir de là, c'est là où on se rend compte que le scope, c'est là où vous avez encore beaucoup d'influence sur le coût de projet ou sur les revenus que vous allez pouvoir générer de ce projet-là. Vous allez avoir aussi une influence sur, dépendant comment vous faites la prochaine étape, sur les ressources impliquées, sur dans le fond, vous n'avez pas d'influence sur les attentes de la clientèle par rapport à la définition du quoi, mais vous êtes en mesure de bien clarifier à tout le moins le quoi. Il n'y a rien de pire dans une organisation quand on parle à 3 ou 4 personnes qui travaillent sur le même projet, puis demander c'est quoi l'objectif de ce projet-là, c'est quoi le but de ce projet-là, puis d'avoir 3 réponses différentes. Ça veut dire qu'on est vraiment mal parti en termes d'organisation. Les attentes des parties prenantes, super important de les clarifier. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet-là? Qu'est-ce qui va faire que ce projet-là va être un succès? Le point suivant, c'est une question qui peut être désemparante quand on ne l'a jamais posée, mais dans le fond, le critère de succès puis idéalement, le critère, c'est le critère de succès et non pas les critères de succès, mais dans une organisation, habituellement, il y en a plusieurs. Mais quel est le critère qui va faire que ce projet-là va être vu comme un succès? Vous vous projetez dans le futur, là, puis on a livré à temps. C'est ça vraiment le but de l'objectif, le but à atteindre? Est-ce que c'est d'avoir livré à temps? Est-ce que c'est d'avoir livré selon la qualité attendue ou est-ce que c'est d'avoir livré dans les budgets? Fait que quand on se pose ces questions-là, on vient rapidement au triangle de la gestion de projet.
Et puis, je vous ai parlé tantôt que les trois pointes du triangle sont attachées ensemble. Donc, comme gestionnaire de projet, rapidement, s'il y a des changements, puis on va en parler plus tard, ça vous permet, ça vous donne l'occasion de retravailler sur les autres aspects. Vous perdez une ressource dans votre projet, bien, automatiquement, l'échéancier va être impacté ou le livrable ou les livrables vont être impactés. Vous vous faites demander de livrer plus que ce que le client a demandé, bien, vous allez avoir besoin de plus de ressources si vous voulez respecter l'échéancier ou vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps si vous avez les mêmes ressources. Vous voyez, tout est interconnecté. Puis malheureusement, ce qu'on voit dans l'organisation, c'est que peu de chargés de projet ou peu de gestionnaires de projet lèvent le flag puis posent les questions ou osent poser ces questions-là et remettent en question un échéancier parce que soudainement, ils ont perdu une ressource. On travaille avec une entreprise présentement dans le domaine automobile que je nommerai pas, mais qui vit sur un nuage, qui vit dans le Blue Sky Design, où est-ce que peu importe ce qui arrive, ils viennent perdre 2 des 4 ressources qu'ils avaient dans un département, puis ils se disent qu'ils vont arriver pareil, puis qu'ils vont pouvoir livrer le produit qu'ils ont livré dans les temps, alors que le flag est levé depuis longtemps, qu'il y a déjà un problème de ressources. Donc, il faut comprendre que on peut travailler en temps supplémentaire à court terme, c'est une solution court terme, mais à un moment donné, il faut laisser respirer les ressources et s'ajuster comme organisation. Le deuxième point sur lequel vous pouvez travailler pour travailler sur vos coûts, pour travailler sur votre budget, pour peut-être des fois générer plus de profit, c'est la définition du comment. La définition du comment, c'est on a vu dans l'espace précédent, dans la page précédente, la définition du quoi. Maintenant qu'on connaît bien le quoi, il faut déterminer le comment. Comment on va livrer le projet, comment on va livrer le produit qu'on a à développer. Cette étape-là est cruciale parce que c'est la dernière partie, peut-être le 20% qui va fixer les coûts dans le projet. Comment vous allez faire? On a un client présentement qui manque de capacité dans un de ses départements, doit transporter un produit hors norme dans un autre département, dans une autre ville pour terminer une facette de la production. Ces coûts-là, ils viennent de s'ajouter au produit. Il y a un conflit au moment donné dans la planification, il y a un conflit où est-ce qu'il y a un département qui est goulot. Qu'est-ce que je peux faire si je recule un petit peu de quelques mois? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? On a un client il y a quelques mois qui nous a demandé, on voyait un conflit arriver en termes de projet, et que le client nous a demandé d'évaluer les coûts et les impacts, de tirer à l'avant l'échéancier. Qu'est-ce que ça allait coûter de devancer l'échéancier d'un des projets pour justement éviter qu'il y ait un goulot au niveau d'une partie de son usine. Et que l'évaluation nous a permis, c'était un risque qu'il a identifié. Ensuite, le risque s'est avéré le plus concret, s'est avéré qui se concrétisait. Fait qu'à partir de là, on est allé un petit peu plus loin dans le risque. Quel est le plan B? C'est quoi l'analyse pour éviter ce risque-là? Puis combien ça coûte éviter le risque versus vivre à travers la tempête qui va se passer? Puis évidemment, dans ce cas-ci, ce qui s'est avéré plausible l'a été, c'est-à-dire que ça valait la peine d'investir pour devancer un projet pour éviter qu'il y ait un goulot dans une partie de son usine. Fait que tout ça, c'est des coûts que l'entreprise a évités parce que les coûts de laisser les projets dormir, les coûts de livrer plus tard étaient plus élevés que les coûts additionnels de devancer l'échéancier. Quand on devient un petit peu plus mature en gestion de projet, on commence à pouvoir jouer un petit peu avec ces éléments-là, puis pouvoir devancer ou retarder des projets. Puis en jouant avec ces éléments-là, on peut sauver des coûts ou on peut générer plus de profit si, par exemple, on a des incitatifs d'un client de livrer plus tôt, par exemple. Avec le gouvernement, ça arrive souvent. Ou des pénalités pour livrer plus tard, bien là, ça nous donne l'occasion d'éviter ces pénalités-là. Un autre exemple qui va faire le lien entre la planification et le triangle de la gestion de projet que je vous ai parlé un peu plus tôt. Un client nous demande de devancer l'échéancier pour livrer un produit dans son usine plus tôt que prévu, livrer un livrable qu'on avait à faire plus tôt que prévu parce qu'une autre partie de son projet venait de déraper, donc il se retrouvait avec des ressources qui n'avaient rien à faire. Fait qu'ils nous ont demandé de livrer plus rapidement.
L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a accepté de livrer plus rapidement. Donc, on a utilisé la stratégie du canard. En surface, tout était beau. Oui, monsieur le client, on va vous livrer plus rapidement. En dessous de la surface, on pédalait comme des fous la fin de semaine, le week-end précédent la livraison. Mais l'erreur qu'on a faite, c'est de justement pas ramener le triangle de la gestion de projet, puis de bien évaluer qu'est-ce que ça prend pour bien livrer ce projet-là. Parce qu'on peut livrer d'avance, mais si on livre d'avance à une mauvaise qualité, le client ne sera pas plus gagnant. C'est cet aspect-là qu'il faut valider vraiment. Est-ce que la qualité, c'est rare, la qualité ou le livrable comme tel, c'est rare qu'on peut réduire le livrable. On peut travailler sur le budget, on peut travailler sur l'échéancier, mais réduire l'envergure du projet, réduire la qualité de ce qu'on va livrer, c'est plutôt rare qu'on peut travailler là-dessus. Donc, la leçon apprise là-dedans, c'est toujours ramener cet élément-là qui est hyper banal. C'est une des premières choses qu'un gestionnaire ou un chargé de projet apprend, mais malheureusement, on ne le remet pas assez sur la table souvent pour se poser la question en remontant l'ascenseur un petit peu. La prochaine phase, on les a combinés ensemble, c'est-à-dire la phase d'exécution qui est définie par le PMI de le lancement du projet, le kick-off meeting, et la phase de contrôle qui est je contrôle mon projet, je m'assure de l'avancement, je mesure l'avancement de mon projet. Dans un monde idéal, on a des indicateurs de performance et on mesure. À partir de là, dans le lancement du projet, les dés sont pas mal joués. Il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire en termes de revenus additionnels ou en termes de réduction de coûts. Puis à partir de là, étant donné que les dés, puis qu'on a pas mal joué toutes les cartes qu'on avait dans notre jeu, c'est là où le projet peut se mettre à aller mal. C'est là habituellement ce que les projets dérapent, c'est-à-dire dans la phase de contrôle, on l'échappe. On l'échappe pour différentes raisons, parce qu'on ne suit pas les coûts, parce qu'il y a une dichotomie entre les coûts qu'on avait mis dans l'évaluation du projet et les coûts réels au niveau des opérations. Puis on l'échappe aussi parce qu'on oublie de regarder les changements. Ce n'est pas vrai qu'un projet de 6 mois, 1 an, il n'y a pas de changements des changements externes ou des changements internes, comme je disais tantôt. Ces changements-là vont avoir un impact sur le livrable, vont avoir un impact sur le triangle de la gestion de projet. Chaque changement est une occasion pour vous, soit d'augmenter le profit dans votre projet, l'industrie de la construction l'a bien compris, soit d'augmenter le profit dans votre projet, ou de négocier les échéanciers, l'échéance, ou encore les ressources nécessaires pour faire les ressources étant les ressources humaines ou les ressources matérielles, du budget, pour faire plus pour pouvoir livrer le projet. Dans un projet qu'on vient de terminer en février, il y a quelques semaines, un projet avec le gouvernement, on a été capable, dans la mesure du possible, on a été, contre toute attente, en fait, on a été capable d'augmenter les revenus du projet parce qu'il y avait un suivi rigoureux de tous les changements demandés de la part du client. Puis qui dit gouvernement, un projet de la défense, il y a 7 ou 8 ou 10 personnes autour de la table qui représentent le client, c'est 7, 8 ou 10 occasions de plus pour qu'il demande des changements. Puis tout changement, on doit évaluer l'impact. En canalisant les communications, en documentant les demandes de changement, on a été capable d'augmenter les revenus du projet. Ça nous a permis aussi de livrer un petit peu plus rapidement parce qu'on s'est aperçu que l'échéancier prônait sur d'autres éléments. Qu'on a livré plus rapidement, notre client a livré plus rapidement les produits. Puis en échange, en service, ils sont venus compléter le produit en service parce que ça n'avait pas d'impact pour le client. Ça faisait l'affaire du client d'avoir le produit plus rapidement à son site d'opération. Donc, en parlant aux parties prenantes, en communiquant, en gérant bien les changements, puis en parlant à votre équipe surtout, parce que si un changement arrive par l'ingénierie puis la gestion de projet n'est pas au courant, il faut le savoir, il faut remonter ces points-là, parce que des changements que nous, on appelle sous-marins, c'est critique pour les projets ou c'est mortel pour les projets. Que ce soit un changement qui est généré de l'interne ou un changement qui est généré de l'externe, c'est toujours important de les surveiller. Ça nous amène presque à la fin. Donc, à cette étape-là, ce qui est important, c'est à la fermeture de projet, c'est vraiment de se poser des questions. Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font, mais c'est est-ce qu'il y a des points qu'on aurait dû mieux faire ou est-ce qu'il y a des points qu'on aurait pu s'améliorer? Puis quels sont surtout les bons coups, parce qu'il faut quand même taper les équipes dans le dos aussi de temps en temps. Quels sont les bons coups
pour livrer ce qu'on a à livrer. Dans la prochaine fois, dans le même projet que je vous parle, on a répertorié 200 items en post-mortem sur lesquels on avait fait des bons coups, une vingtaine de bons coups, de très bons coups, puis 180 places ou 180 opportunités d'amélioration. Mais l'important, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec ces opportunités d'amélioration-là? On améliore un processus, on améliore un outil, on fait un petit changement sur une checklist ou quoi que ce soit. Des fois, des petites choses qui vont faire qu'on ne se fie pas juste à la matière grise qui est autour de la table, mais on a aussi des petites templates ou des guides pour s'améliorer. Je ne parlerai pas de StageGate ici, de processus de développement de produits ou de gestion de projet, ou de Agile, mais vous pouvez imaginer que dans tout processus, il y a certaines étapes où est-ce que des points de chute, où est-ce qu'on s'assoit, on se pose des questions, puis on essaie de s'améliorer. Fait qu'à travers ces 5 étapes-là, l'idée, c'est bien sûr d'améliorer toujours ces processus, puis de savoir remonter l'ascenseur. Le meilleur gestionnaire de projet, c'est celui qui est capable de descendre dans les détails, de ne pas se perdre dans les détails, puis de remonter l'ascenseur pour pouvoir dire « Hey, ça va bien, on est correct » ou c'est quoi l'impact de ce changement-là, ou c'est quoi l'impact de cette demande-là de notre client par rapport à mon projet ou à notre projet. Donc, en se posant ces questions-là, en suivant bien nos indicateurs de performance, habituellement, on a beaucoup plus de chances de réussir. Puis, les post-mortem, on peut voir ça comme un coût, mais si on le fait de façon efficace, de façon efficiente, on documente bien ce qui s'est passé, puis on améliore les processus futurs, c'est là où est-ce qu'en amélioration continue, ça devient vraiment intéressant. Donc, là-dessus, ça termine la présentation qu'on avait à vous faire. J'espère que vous avez retiré 1 ou 2 trucs de ces éléments-là. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin sur chacun de ces éléments-là, donner des exemples de bonnes pratiques pour gérer des réunions, pour réduire les coûts dans la gestion des réunions, dans la gestion des communications à travers les équipes. Je ne voulais pas aller dans ce détail granulaire-là, mais ça vous donne une idée sur regardez vos processus, regardez la façon dont les projets sont gérés, puis posez-vous quelques questions, et vous allez voir qu'à chacune des étapes, il y a des points d'amélioration possibles. Puis chaque point d'amélioration, c'est une source de revenus additionnels ou de réduction de coûts, où on peut éliminer des risques, puis chaque risque qu'on peut éliminer, c'est un risque ou une dérape qu'on a moins de chances de prendre dans notre projet, parce que dans le fond, tout se ramène à ces éléments-là qu'on a à l'écran, c'est le triangle de la gestion de projet, bien gérer les parties prenantes, une communication efficace. C'est du gros bon sens, mais dans le day-to-day, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que les 4 ou 5 pages précédentes vous ont aidé à bien comprendre et à vous donner quelques idées.